Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième exercice sur les fonctions cosinus-sinus avec l'aire d'un rectangle mobile. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et de maths spécialité. L'énoncé, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ, le point L a pour coordonnées -1, 0, K est le point tel que OIJK soit un carré, c'est d'ailleurs OIKJ. Gamma est le demi-cercle de centre haut d'extrémité I et L passant par le point J. On va avoir une figure bientôt. M est le point de gamma associé aux réalités où T est un règle libre de 0π. Voilà la figure avec le repère orthonormé direct OIJ, donc IKJ c'est ça, le point L de coordonnées -1, 0, un point M associé aux réalités sur le demi-cercle gamma. Et ici, on voit un point M qui a pour projeté orthogonal le point A sur l'axe abscisse et pour projeté orthogonal le point D sur la droite IK. Pour toute réalité de l'intervalle 0π, f de t est l'aire du rectangle diam. Les diamants sont éternels. Question 1. Montrer que pour toute réalité de l'intervalle 0π, fermé en 0, fermé en π, f de t égale sinus t facteur de 1 moins cosinus t. Deuxièmement, justifier que pour toute réalité de l'intervalle 0π, f' de t égale 1 moins cosinus t facteur de 2 cosinus t plus 1. Question 3. Étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0π. On calculera la valeur exacte de la valeur maximale de f de t. Quatrièmement, sur le graphique donné en annexe 1, représenter de manière exacte le rectangle diam d'aire maximale. Alors l'annexe 1, voilà, c'est la figure qu'on avait, sauf que il n'y a plus de point M, il n'y a plus le rectangle diam. Question 5. Déterminer les points M tels que l'aire du rectangle diam soit égale à l'aire du carré OIKJ. Question 6. Sur le graphique donné en annexe 2, représenter au degré près le rectangle diam d'aire 1, le point M étant distinct du point J. L'annexe 2, c'est la même que l'annexe 1. Donc, question 1, montrer que pour toute réalité de l'intervalle 0π, f de t égale sinus t facteur de 1 moins cosinus t. Alors, f de t, je rappelle que c'est l'aire du rectangle diam en unité d'aire. Alors, on va analyser la figure pour essayer de trouver des choses. Donc, déjà, f de t, l'aire de diam, j'ai envie de dire. L'aire du rectangle diam. On peut dire que c'est par exemple AI multiplié par AM, produit de 2 dimensions. Alors, est-ce qu'on peut évaluer ces dimensions? On peut par exemple s'intéresser déjà à... je vais prendre du vert. On peut s'intéresser par exemple à AM parce qu'il est clair que AM c'est sinus t. Et puis on va s'intéresser à AI. Alors AI, voilà, on a besoin de AI. Alors AI, OA c'est cosinus t a priori. Et puis OI c'est 1. En tout on a 1. Donc AI ça devrait être OI moins OA. Alors on a un petit problème puisque le point peut aller se balader un petit peu entre O et L, mais de toute façon ça ne changera rien. Alors dans le corrigé vous aurez une façon de procéder avec des vecteurs, comme ça il y a moins de soucis peut-être. Donc AI, OI moins OA, et puis de ce fait, AI va être égal à 1 moins, et puis OA, ça sera cosinus t. Bon,
Alors ensuite, on a besoin de AM, on avait dit que c'était sinus T. Ah, vu le langage, je ne vais pas mettre les parenthèses ici, et puis on n'a plus qu'à effectuer le produit de sinus T par 1 moins cosinus T, donc on va bien obtenir f de T égale sinus T tout en haut, f de T égale sinus T facteur de 1 moins cos T. Évidemment, pour tout i t, l'intervalle 0π. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on plaçait le point A si on avait le point A par ici, pour la distance AI, ça nous donne bien, a priori, encore le résultat, puisque on enlève au A, oui. Bon, travaillons avec le vecteur AI, finalement, on connaît les coordonnées de A, cos t 0, et les coordonnées de I, 1, 0, donc le vecteur AI a pour coordonnées 1 moins cosinus t est 0. Et donc, quand on a une coordonnée qui est nulle, là, on peut dire que la distance à I, en fait, c'est la valeur absolue de 1 moins cosinus t. Mais comme le cosinus d'un angle t est toujours inférieur ou égal à 1, ce nombre 1 moins cos t, qui est à l'intérieur des barres de valeur absolue, est forcément positif. Donc, à I, c'est bien 1 moins cos t. Passons à AM en cas de doute. Donc, il suffit ici de... On va remplacer. Alors, AM. On va avoir donc le point M de coordonnées cosinus t, sinus t. Puisque le point M est associé au réalité, et donc le vecteur AM a pour coordonnées cos t moins cos t, c'est-à-dire 0, et on va retrouver que le vecteur AM est collinaire au vecteur OJ, et puis on va trouver l'ordonnée sinus t. Donc la distance AM, c'est la valeur absolue de sinus t, mais ici, puisque t appartient à l'intervalle 0π, il est positif, et donc on va obtenir AM égale sinus t. Question 2, justifier que pour tout t de 0π, f' de t égale 1 moins cosinus t, facteur de cos t plus 1. Alors évidemment, on va rappeler que quel que soit t appartenant à 0π, on connaît f de t. Donc f de t, on a vu que c'était, je crois, sinus t facteur de 1 moins cosinus t. Donc pour l'expression de f de t, c'est une forme factorisée. Que je vais noter ff. Donc pour dériver, il va falloir dériver un produit. On va peut-être rappeler quand même quelques petites choses sur la dérivée d'un produit. Donc u fois v', la dérivée de u fois v, c'est u', v plus uv'. Alors ici, je ne vais pas mettre la variable, mais c'est u de t, sinus t. U', du coup, c'est cosinus t, d'après le cours. On arrive par rapport à t ici. V, c'est 1 moins cosinus t. Et donc, v', la dérivée de cosinus t, c'est moins sinus t, mais il y a un moins, et la dérivée de 1, c'est 0, donc on va obtenir sinus t. On a tout pour dériver. Donc en fait, on dérive le premier facteur, cos t, on multiplie par le deuxième facteur, 1 moins cos t, plus le premier facteur, c'est sinus t, multiplié par la dérivée du deuxième facteur, et moins cos t, 1 moins cos t, on a vu que c'était sinus t. Donc on va obtenir sinus carré t.
Donc, f' de t égale. Alors, on a du cosinus t moins cosinus carré t. Et puis, sinus carré t, on va le transformer en 1 moins cosinus carré t pour n'avoir que du cosinus, comme c'est dans le résultat demandé, qui est une forme d'ailleurs factorisée, alors que là, pour l'instant, on n'a qu'une forme développée. Bon, on va arranger un petit peu tout ça. Donc, des cosinus carré t, on en trouve moins 2, plus cosinus t plus 1. Et ici, on a une forme qui est une forme développée, alors que dans le résultat de f' de t, on veut une forme factorisée. Alors, on est capable de passer d'une forme développée à une forme factorisée, mais ici, puisqu'on donne le résultat, je vous conseille plutôt de développer ce qui a été donné et de vérifier qu'on obtient bien l'expression que nous avons obtenue avec la forme développée. Et si on ne lui donnait pas le résultat, alors on va voir comment on peut procéder. En fait, l'idée, c'est de se dire que on a moins 2 cosinus carré t, c'est-à-dire que c'est cosinus t qu'on met au carré. On pourrait l'écrire comme ça. Et donc, on a quelque chose à la forme moins 2 grand t carré plus grand t plus 1. Donc voilà, on va procéder comme ça parce que ça va permettre de faire voir comment on peut s'en sortir si on ne donne pas la réponse. Donc on va poser grand t égale cosinus t, et l'expression qu'on a est de la forme moins 2 grand t carré plus grand t plus 1. Et il s'agit de la factoriser. Alors on a des possibilités de factoriser, éventuellement, notamment quand le discriminant est strictement positif ou bien nul. Par contre, quand il est strictement négatif dans R, on est un peu embêté. Ici, on se doute qu'on va pouvoir factoriser. Alors, je ne vais pas faire toute l'étude ici quand vous allez calculer le discriminant. Vous allez obtenir 1 au carré, moins 4 AC, c'est-à-dire moins 4 fois moins 2 fois 1. Je vais le mettre au bout pour gagner de la place. 1 plus 8, ça vous fait 9. 9, c'est notamment 3 au carré. Comme delta est strictement positif, on obtient 2 racines réelles distinctes. Alors, on va quand même les exprimer. Il y a une première racine que je vais appeler par exemple T1. Alors, on prend moins B, moins 1. On ajoute 3, racine carrée de delta, et on divise, attention, par 2 fois. Ici, A vaut moins 2. Donc, pour T1, on va obtenir 3 moins 1, c'est-à-dire 2 divisé par moins 4. Moins 1,5. Et pour T2, on va obtenir moins 1, moins 3, divisé par moins 4. Donc on obtient 1. Moins 4 divisé par moins 4, on obtient 1. Alors d'après le second degré, on sait factoriser des choses. Donc c'est moins 2, facteur de T moins 1, par exemple, facteur de T moins 1,5, c'est-à-dire T plus 1,5. Bon, si on est un petit peu astucieux, par exemple, on se dit, il y a un signe moins avec T moins 1, ça va donner 2, 1 moins T. Comme ça, on va faire apparaître un moins cos T, et puis ensuite, le 2 avec le T plus 1,5 devrait nous donner la solution. Donc le 2, on va le multiplier par T plus 1,5, ça va nous donner 2 grand T plus 1. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer en se disant que grand T, c'est cosinus T, et puis on obtient moins cos T facteur de 2 cosinus T plus 1. Et évidemment, ça, c'est notre dérivée. Là, je vous donne des idées, c'est pas une rédaction très propre, vous la trouverez dans le polycopier.
Question 3, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0π et on calculera la valeur exacte de la valeur maximale de f de t. Alors déjà, redonner cette fameuse dérivée sous forme factorisée. Alors, je vais l'écrire ici, f' de t, c'est quoi? C'était 1 moins cosinus t facteur de 2 cos t plus 1. Donc, on va être amené à étudier le signe de chaque facteur. On a affaire ici à une forme factorisée. Bon. Alors, si on commence par le premier facteur, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être remarquer, c'est que cosinus t est toujours inférieur ou égal à 1, donc 1 moins cos t est toujours positif. Alors, éventuellement, est-ce que ce premier facteur peut s'annuler? Eh bien, c'est quand t vaut 0. Donc, on va l'écrire ça comme ça. Si t égale 0, 1 moins cos t, c'est 1 moins cos 0, donc ça va s'annuler. Et puis, deuxième chose, si t est plus grand que 0 et inférieur ou égal à pi, alors là, 1 moins cos t va toujours être strictement positif. Alors on peut éventuellement retrouver ce genre de choses avec soit le cercle trigonométrique, soit la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle 0π, si on veut. Je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, on peut peut-être le revoir. Je vais essayer de fabriquer une représentation graphique sommaire de cosinus. Alors dans l'intervalle, j'ai dit dans l'intervalle 0 et pi. Alors on sait que cosinus 0 vaut 1. Et puis on sait que cosinus pi vaut moins 1. Alors, je peux aller assez loin là. Pouf. Voilà, à peu près. Moins 1. Donc on a aussi le point de coordonnées pi moins 1, le point de coordonnées 0, 1, et puis on sait qu'en pi sur 2, le cosinus s'annule, donc on peut avoir une représentation graphique de la fonction cosinus, et donc on a bien cosinus t qui est toujours inférieur ou égal à 1, et puis il n'y a que pour la valeur t égale 0 que le cosinus peut prendre la valeur 1. Donc ensuite, pour trouver le signe de 2 cosinus t plus 1, on est amené à résoudre une équation, par exemple 2 cosinus t plus 1 est plus grand que 0. Est-ce qu'il y a des valeurs de t qui vérifient cette inéquation? Bon, je vais faire de la place. Cela veut dire que 2 cosinus t doit être plus grand que moins 1, et donc cosinus t est plus grand que moins 1 demi. Bon, en général, on donne un cercle trigonométrique, et par lecture sur ce cercle trigonométrique, on en déduit les valeurs de t appartenant ici à 0π, telles que cosinus t est plus grand que moins 1 demi. Donc un cercle comme je peux, alors l'axe des cosinus c'est l'axe des abscisses, donc il faut se placer sur l'axe des abscisses sur moins 1,5. Ensuite on trace une verticale passant par ce point qui coupe évidemment le cercle trigonométrique ici en 2 points, si je travaille entre moins pi et plus pi par exemple. Donc là un point A qui correspond à la valeur de t qui est telle que cosinus t égale moins 1,5. Alors, évidemment, si on trace le segment qui va rejoindre le point A avec le point O origine du repère, je rappelle qu'ici, ce sont les valeurs associées au point du cercle trigonométrique. Donc là, évidemment, on est à 2 pi sur 3. Et il y en a un autre ici, B, à moins 2 pi sur 3. Bon. Comme ici, on travaille que entre 0 et pi, on va pouvoir gommer un certain nombre de choses. Donc, enlever, en fait, la partie
qui est situé en dessous du cercle. Et puis, colorier, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cosinus t doit être plus grand que moins 1,5. Donc, comme le cosinus on lit sur les abscisses, on va obtenir un certain segment qui va correspondre à un certain arc. Et donc, on va trouver les valeurs de t qui nous intéressent entre 0 et 2π sur 3. Donc, ça nous donne t est compris entre 2π sur 3 et 0. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre la valeur de π sur 3, puisque cosinus de π sur 3 vaut moins 1,5. Et puis, ici, on a le droit à 0. Donc, on connaît le signe maintenant quasiment de cosinus t plus 1, puisqu'on sait quand est-ce qu'il est strictement positif. Nul, ça sera quand t égale 2π sur 3, et puis 2 cos t plus 1 sera strictement négatif quand t sera compris entre 2π sur 3 et puis pi. Donc j'ai commencé à dresser le tableau de signes, donc on aura besoin notamment de la valeur qui annule le deuxième facteur qui est 2π sur 3. Donc conseil en 2π sur 3, on trace une verticale. Et ensuite, il va falloir dire que 1 moins cosinus t, il est toujours positif, sauf en 0, où 1 moins cos t prend la valeur 0. Ensuite, toujours positif. On peut peut-être le vérifier aussi en 2π sur 3, 1 moins cosinus 2π sur 3, moins 1,5, 3,5. En pi, 1 moins cosinus pi, 1 moins 1, ça fait 2. Bon. Alors ensuite, on a encore une valeur qui va annuler 2 cos t plus 1, c'est en 2π sur 3. Et puis, au niveau des signes, on a vu ce qui se passait. Hein. Donc, on va avoir 2 cosinus t plus 1 qui va être positif lorsque t est compris entre 0 et 2π sur 3. 2π sur 3 exclu. Et puis, 2 cosinus t plus 1 va être négatif lorsque t est compris entre 2π sur 3 et pi. Alors, 2π sur 3 exclu, pi qui n'est pas exclu. Bon, règle du produit des signes, signe du produit, 0 fois quelque chose donne 0. Ici, on va obtenir aussi 0. Le produit de deux nombres réels strictement positif est strictement positif, et le produit de deux réels qui ne sont pas le même signe, ça donne un réel strictement négatif. Bon, alors ce produit va nous donner en fait le signe de f' de t. Hein. Maintenant qu'on a le signe de f' de t, on va pouvoir dresser le tableau de variation de f. Voilà, donc en 0, ça s'annule. Ici aussi, dans les souvenirs, on a quelque chose de positif ici, hein, négatif ici. Donc, on va pouvoir dire que la fonction f est strictement croissante sur 0 de pi sur 3 et puis strictement décroissante sur 2π sur 3π. Alors, ce qui nous manque, ce sont les valeurs, hein, f de 0, f de 2π sur 3, f de pi. Bon, on va les calculer. Allons-y, f de 0, alors c'était la fonction, c'était sinus t facteur d'1 plus cos t, si mes souvenirs sont... Alors j'ai peut-être dit une bêtise, hein, c'est sinus t facteur de 1 moins cosinus t. Donc quand on remplace par t par 0, on va avoir sinus 0 multiplié par quelque chose. Bon, de toute façon ça fait 0 fois 0. Donc on va obtenir f de 0 égale 0. Alors f de pi qui est peut-être plus simple à calculer. Donc on va avoir sinus pi facteur de 1 moins cosinus pi. Et pour la même raison, sinus pi étant égal à 0, on va obtenir 0 comme image de pi.
Bon, il nous reste quand même le f de 2pi sur 3 qui va nous donner un peu de travail. Donc f de 2pi sur 3, sinus de pi sur 3, facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3. Alors l'avantage, c'est que cosinus de pi sur 3, on le connaît depuis tout à l'heure, c'est moins 1,5. Donc dans la deuxième parenthèse, on va avoir 1 moins 1,5. Et puis dans ce cas-là, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et donc on va obtenir ici 3,5 fois racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 3 racine de 3 sur 4. Donc on a la valeur maximale de f de t, la voici, c'est f de 2pi sur 3, qui vaut 3 racines carrées de 3 sur 4. Alors ce serait bien d'avoir quand même une valeur approchée, mais bon. Donc j'ai ajouté dans le tableau de variation de tout à l'heure 3 racines carrées de 3 sur 4, donc on a résolu la question. Question 4. Sur le graphique donné en annexe 1, représentez de manière exacte le rectangle diam d'air maximal. Alors on sait qu'on a besoin d'un angle de 120 degrés. 2pi sur 3 correspond à 120 degrés. Et puis le cosinus de 2pi sur 3, c'était moins 1,5. Alors on va se servir de cette information, puisque ici, on va pouvoir placer exactement le point A, qui est le milieu du segment L. Moi, quand j'étais élève, lycéen, il fallait qu'on trace le point A à la règle au compas, on traçait la médiatrice du segment L, par exemple. Alors ensuite, on traçait une verticale, on trace une verticale qui passe donc par le point A, et on obtient ainsi le point M. Alors ensuite, il faut tracer le point qui va s'appeler D, qui va être le projeté orthogonal de M sur en fait le segment IK ici. Donc voilà le point AD. Et puis il n'y a plus qu'à, entre guillemets, tracer le segment MD. Et puis ici on a diam. Donc on a le rectangle d'air maximal ici. Alors on peut peut-être quand même indiquer que ici, voilà, si on rejoint le point M et le point O, le segment M, on va quand même faire apparaître l'angle ici qui est de Z. L'angle qui est de pi sur 3 ou 120 degrés comme l'indique GeoGebra. Question 5, déterminer les points M, évidemment du demi-cercle gamma, tel que l'aire du rectangle diam soit égal à l'aire du carré OIKJ. Il me semble qu'il y a une solution qui est évidente. Si vous placez le point M, si vous placez ce point M en J, son projeté orthogonal sur IK, ça va être le point K, donc on aura le point D, et puis le projeté orthogonal du point M sur l'axe-abscisse, c'est le point A ici qui est confondu avec le point O, et on aura bien le rectangle diam qui sera un carré en fait ici, qui aura pour R1. Alors dans la question, on nous dit déterminer les points M. Ça veut dire que, il y en a peut-être un autre. On peut se faire avoir quand on se dit tiens, oui, c'est évident. Et puis, alors comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Déjà, on va dire que l'aire du carré OIKJ, c'est 1 multiplié par 1 les dimensions, il est d'R1. Et puis l'aire du rectangle diam, on sait que c'est F de T. Donc on va être amené en fait avec évidemment t qui appartient à 0pi, il va falloir qu'on résolve une équation, et en fait l'équation à résoudre, ça va être f de t égale 1. Alors pour résoudre f de t égale 1, là je vais utiliser les variations de la fonction f, et donc je reprends le tableau de variation, mettre un peu de couleur peut-être, entre 0 et 3 racines de 3 sur 4, qui est plus grand que 1, en fait, on va obtenir une valeur
ici, alors je vais appeler alpha l'antécédent, et entre 3 racines carrées de 3 sur 4, on va avoir encore 1 qui est strictement compris entre 0 et 3 racines de 3 sur 4 pour une certaine valeur bêta, qui va être comprise entre 2π sur 3 et pi. Alors, on pourrait se contenter de ce genre de choses pour dire que l'équation f de t égale 1, bah finalement, c'est vrai, c'est seulement si t prend deux valeurs, une qu'on appelle alpha pour l'instant et l'autre qu'on appelle bêta. Alors, il s'avère que le nombre alpha, bah, on le connaît, hein, ça va être pi sur 2. Hein. Entre 0 et 2π sur 3, entre 0 et 120 degrés, c'est pour 90 degrés que on aura la valeur de t qui est telle que f de t égale 1, on a vu avec le graphique tout à l'heure. Bon, pour le vérifier, on peut calculer f de pi sur 2. Hein. Vous allez trouver 1. Bon, ce qui va m'intéresser, surtout cette valeur bêta. Alors, ce que je vous avais pas dit, c'est que c'est pas du tout évident de résoudre algébriquement f de t égale 1, vu l'expression de f de t que nous avions. Hein, on voit pas très bien comment on va résoudre sinus t, facteur de 1 moins cosinus t, égale à 1, la variable t apparaît deux fois. Bon, on pourra essayer de développer, voir si on obtient quelque chose, d'autant plus que vous ne connaissez pas trop les formules avec sinus, cosinus, les formules classiques. Bon, voilà pourquoi on a utilisé le tableau de variation. Alors, il s'avère que pour trouver bêta, on n'a pas trop le choix et on va essayer en fait, tout simplement, de trouver un encadrement de bêta pour pouvoir notamment essayer de représenter au mieux le fameux rectangle diam d'R1 au degré près. Donc là, on va aller chercher la calculatrice. Alors avant, il s'agirait peut-être de répondre en fait à la question, hein, donc déterminer les points M tels que l'aire du rectangle diam est égal à l'aire du caréoïque J. Hein, en fait, la réponse c'est que on obtient 2 points. Solution du problème, je vais dire, hein, c'est pas très bien rédigé, on est au brouillon. Donc il y aura le point M associé au réel alpha, c'est-à-dire pi sur 2, donc en fait ça sera M qui est confondu avec J, et puis il y a le point M associé au réel bêta. Bon, et c'est maintenant qu'on va essayer de préciser bêta en trouvant un encadrement de bêta qui soit suffisamment intéressant pour qu'on puisse avoir en fait la valeur de bêta en degrés suffisamment précise. Donc avec une calculatrice TI, je n'ai que ça, f de x. Alors on va écrire sinus x donc multiplié par 1 moins cosinus x. Donc on a écrit notre expression de la fonction f, évidemment que la calculatrice, la variable x ici est obligatoire. Alors on veut un encadrement de bêta, mais avant, bon, ce serait peut-être bien de pouvoir tracer la courbe représentative, par exemple, de la fonction f. Ça permet de vérifier un certain nombre de choses quand même, notamment le tableau de variation. Alors, on a besoin de connaître quelques valeurs, donc def table. Alors ici, je vais démarrer à 0 et puis on va essayer de faire apparaître des valeurs entre 0 et pi. Alors, avec mes élèves, on prenait souvent soit pi divisé par 12, ça va de 15 degrés en 15 degrés. On peut prendre aussi pi divisé par 24.
Ça va être assez précis a priori. Alors, je vais faire une petite manipulation pour qu'on voit les valeurs en degrés. Donc, dans f de x, ici, on peut se dire que on va prendre la variable x, on va la multiplier par 180, on va diviser par pi, et dans ce cas-là, on aura les valeurs qui correspondent à x en degrés. La table, voilà, donc ici, je suis allé de 7,5 degrés en 7,5 degrés. Bon, ça permet quand même de voir un petit peu les valeurs de y1. Alors, je rappelle que c'est en 2pi sur 3, c'est-à-dire 120 degrés qu'on avait obtenu la valeur maximale, a priori. Donc on vérifie qu'en 90 degrés, on a obtenu une aire de 1, effectivement. Et puis en 120 degrés, voilà, il arrive à environ 1,3. Donc nous, on a vu qu'il y avait un réel bêta normalement tel qu'on obtienne aussi f de t égale 1. Alors quand est-ce qu'on va passer d'un nombre qui est plus grand que 1 à un nombre qui est plus petit que 1, c'est entre 142,5 degrés et 150 degrés. Donc, bon, on va pas assez, mais en tout cas ici, ça nous permet quand même de voir qu'on peut commencer à 2,4, notre table. Bon, alors pour le graphique, fenêtre 0, puis c'était le travail que j'ai fait dans la précédente vidéo. Alors ça c'est, je ne sais plus si c'est pi sur 12, pi sur 24, bon, peu importe. Et donc pour y1, on va pouvoir prendre un petit peu moins que 0, et puis on sait qu'on va jusqu'à 1.3, on va aller jusqu'à 1.5, on peut prendre par exemple moins 0.25. Et puis le max 1.5, allez. Bon, et prendre un pas de 0,25 en 0,25 pour avoir une graduation régulière sur l'axe des ordonnées. Voilà notre courbe de f. Bon. Alors évidemment, il y a un problème, c'est qu'il y a la courbe aussi qui correspond aux valeurs en degrés. Alors, je vais pas l'éliminer quand même, on sait jamais si on voulait regarder à nouveau le tableau de valeurs et trouver en degrés. Donc je vais dévalider uniquement pour qu'on ait le graphique avec la courbe de f. Bon, alors comment vérifier par exemple un petit peu le sommet de la courbe, par exemple, avec le menu calcul tout en haut au-dessus de trace. On peut aller chercher la rubrique numéro 4, maximum. Alors on se place un petit peu à gauche de la valeur maximale, on va pas aller trop près, on fait entrer. Il y a un petit triangle qui se dessine et puis une petite droite en pointillé, et puis on se met un peu à droite maintenant, on fait entrer. Alors on peut se rapprocher maintenant pour la valeur initiale de ce maximum de la fonction f à peu près. On va faire entrer. Évidemment, le maximum, il nous donne la valeur en radian. On est en mode radian, donc x environ égal à 2,09439511. Bon, alors évidemment, si on veut vérifier pour les degrés, alors le nombre x est stocké par la machine. Donc je vais quitter. Si j'arrive à quitter, voilà. Donc le nombre x qu'on a vu là, il est stocké. Donc il suffit de multiplier par 180 et de diviser par pi pour avoir son expression en degrés. Et on va trouver 120. On a de la chance, c'est assez précis. 120 degrés, 2pi sur 3. Bon, alors pour notre L bêta, pour essayer d'encadrer, def table, alors on a vu qu'on pouvait démarrer à 2.4, si mes souvenirs sont bons, et là on va prendre évidemment une table, pas de table qui va être de 0,1 pour l'instant. Alors ce serait bien de remettre y2 parce que ça nous permet d'avoir l'angle en degrés. Donc dans la table, alors on va passer de
valeur supérieure à 1 pour 2,5, valeur inférieure à 1 pour 2,6. Et puis on a, voilà, deux angles. On n'est pas au degré près, là. Donc il va falloir affiner notre travail. Donc ce qu'on va faire, c'est que début de table, on va prendre 2,5. Et puis pour le pas, améliorer en prenant 1/100 par exemple. La table. Ah, ça a l'air de se préciser un petit peu. Donc là, 2,56. L'image est au-dessus de 1. À 2,57, l'image est en dessous. Et puis pour des valeurs en degrés, à peu près 146,68. Et puis 147,25. Bon, c'est autour de 147. Alors on peut encore affiner notre travail. Allez, il faudra prendre 2,56 comme début de table. Et puis prendre 10 puissance moins 3 comme pas. 0,01. Donc, on regarde quand est-ce qu'on passe d'un nombre au-dessus de 1 à un nombre en dessous, ici, et puis là, je pense que là, il n'y a plus photo, hein. C'est 147,02 environ, 147,08, au degré près. Il va falloir qu'on prenne un angle de 147 degrés. Alors, si on a un rapporteur, voilà, on peut faire la figure approximative. Encore faut-il avoir un rapporteur. Donc à l'écran, le rectangle diamètre que j'ai fabriqué avec le logiciel GeoGebra pour un angle de 147 degrés, on s'aperçoit que l'aire donnée par GeoGebra, c'est environ 1,00141, bon, pas loin de 1. Alors, petite cerise sur le gâteau, évidemment, une construction avec GeoGebra. Dans le graphique, vous avez le graphique habituel. Dans le graphique 2, bon, je me suis arrangé pour évidemment faire apparaître la courbe représentative de la fonction f, qui va admettre un maximum en une valeur en radian proche de 2,094. Évidemment, ici, c'est mieux parce que je me suis arrangé pour indiquer des valeurs en degrés. Bon, ce que je vous avais pas dit au départ, c'est que le triangle diamètre, il pourrait être aplati, hein, pour t égale 0. Bon, 2, 0 égale 0 et aplati pour t égale pi, évidemment. Alors, que va-t-il se passer? Quand on va donner à... Je vais faire bouger un peu le curseur, évidemment. Quand on va donner à la valeur de t pi sur 2 radians, c'est-à-dire, je l'ai appelé d en degrés, eh bien, le rectangle diamètre est bien confondu avec le carré OIKJ. Bon, et puis évidemment, pianotant un petit peu, pour 147 degrés, on va retrouver cette valeur. Voilà, pour 147 degrés. Alors, il a disparu, mais je peux peut-être faire apparaître l'aire du... La valeur de l'aire du... Voilà, donc, et puis donner peut-être un arrondi un peu plus précis avec 5 chiffres après les virgules. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur le graphique, voilà. Donc pour 147 degrés, l'aire de diamètre, c'est environ 1,00141. Et si je prends pour 148, c'est 0,97932, c'est un peu moins bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver exactement? Il s'agirait par exemple de... alors, je vais bouger un peu le curseur ici et puis tracer dans le graphique 2 la droite d'équation y égale 1. Alors, je vais le faire comme ça, y égale 1. Voilà. Donc, dans le graphique 2, et puis, chercher les points d'intersection avec... premier point d'intersection avec la courbe, ça va nous donner le point d'abscisse normalement un point C ici, un point C qui en fait pour abscisse pi sur 2. Ça ne va peut-être pas très bien, mais c'est le cas. Point C. Et puis on a un autre point d'intersection, évidemment.
le point qu'il a appelé E, qui a pour abscisse en fait bêta. Et donc l'abscisse du point E, c'est la valeur qui nous intéresse ici. Alors il y a moyen, donc je vais créer, je vais l'appeler BETA dans la barre de saisie, l'abscisse du point E. Comme GeoGebra est assez précis, il a appelé bêta parce qu'il y avait peut-être un autre nom, donc je vais le renommer. Alors, petit b doit être pris. Bon, je vais l'appeler BET, on va voir. BET, dans la fenêtre algèbre, il nous donne 2,56677. Et puis le curseur, je vais m'arranger pour que dans basique, la définition, ça soit justement ce BET. Alors il va peut-être y avoir un problème parce qu'on va peut-être perdre le curseur. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Le curseur est parti. Et puis, le point E est allé se mettre ailleurs. Aïe. Bon, j'ai pu arranger un petit peu les choses et donc le curseur s'est placé en la valeur de bêta qui nous intéresse, et en degrés, on obtient 147,06488 avec 5 chiffres après les virgules. En tout cas, dans le graphique, la zone graphique, il nous donne 1 comme R. Bon. Alors, avec les points d'intersection d'une courbe d'une droite ou de courbes avec GeoGebra, parfois, quand il y a plusieurs points, il y a des petits soucis. Bon. On va vous expliquer comment on peut régler le problème. Oui, alors ce que j'ai fait apparaître ici sont les points F et G qui sont les proches orthogonaux des points C et E. Et donc on obtient le point F qui a pour, évidemment, pour abscisse pi sur 2, et le point G, lui, il aurait pour abscisse bêta, de manière précise. Alors comment on fait quand on a perdu le curseur, qui s'appelait, je crois, T. Voilà, il est dans la fenêtre algèbre, vous le reprenez, propriété basique, et je pense que si on enlève cette fameuse valeur de bêta, qu'on remet à 0, il va peut-être apparaître, il l'a pas fait, bon, pourquoi, s'il est là. Alors après, il apparaît un petit peu différemment, il reprend, enfin en tout cas, on arrive à le faire apparaître. Voilà, avec le nombre T là qui, voilà. Ah, évidemment il est réapparu mais avec des valeurs de T qu'il a choisi. Bon, alors il suffit de cliquer dessus et puis de changer. Ah, mais il a pris des valeurs a priori, donc entre 0 et pi, puis l'incrément, moi je prends pi divisé par 180 pour être sûr de travailler de 1 degré en 1 degré. Ensuite, la largeur de ce curseur, je prends pi, comme ça, on voit un peu mieux. Et puis là, la couleur, bon, il y a parfois des petits bugs ici. Donc... Voilà, donc j'ai récupéré mon curseur. Voilà pour ceux qui aiment travailler avec GeoGebra. Bon, petite animation peut-être pour le plaisir des yeux. Et donc, curseur, une fois croissant. Voilà. Allez, roulez jeunesse. Voilà, j'étais content de trouver cette configuration. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il est 20h09. Nous sommes le 5 février 2025. Bon, le petit vieux que je suis commence à fatiguer. Si vous trouvez que mon travail vous convient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé ou un message, éventuellement pour me demander de traiter un sujet de terminale. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée, une nuit encore meilleure pour récupérer. Que la force soit avec tous les étudiants, surtout prenez bien soin de vous. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.